Donc je vais aborder plusieurs thèmes, hein. Ma présentation se veut assez transverse des matériaux au système, d'accord? C'est pour ça qu'il y a bien matériaux ferroïques. Alors ferroïque, ça veut dire on va y avoir les ferroélectriques, les ferromagnétiques. On peut aussi avoir des comportements un peu ferroïques sur les matériaux plutôt mécaniques. Donc à gauche, vous avez vraiment la partie matériaux ferroïques, hein, avec des caractéristiques physiques comme l'aimantation, la polarisation, qui vont être stimulés par un champ extérieur, d'accord? Souvent, les matériaux ferroïques présentent une hystérésis, d'accord, qui nous pose quelques petites difficultés. Souvent, c'est associé à des pertes, mais aussi, ça peut permettre de faire du stockage pour de la mémoire. Et on va, donc, il y a ces matériaux-là, et on va exploiter différents couplages dans ces matériaux. Donc, sur le milieu, vous avez ce qu'on appelle le diagramme de Ekman. Donc, vous avez, voilà, en haut, là, en rouge, la partie magnétique, en vert, en bas, la partie électrique, et puis vous avez tous les couplages méca à gauche et thermique à droite. Donc, nous, on a l'habitude traditionnellement de travailler, je vais mettre le petit pointeur là. Voilà, on travaille beaucoup en génie électrique autour de ce couplage, hein, d'accord. On l'utilise beaucoup, mais on l'enseigne un peu moins la partie électrique, parce que tous les condensateurs ont tendance à utiliser des matériaux ferro. Et puis, bon, la partie de mécatronique, on se retrouve sur la partie droite. Et moi, je vais vous parler un peu de cette partie de gauche, d'accord, avec les couplages magnétothermiques ou électrothermiques. Je vais plutôt préférer magnétocalorique ou électrocalorique, parce que dans thermique, on ne sait pas si c'est un phénomène réversible ou pas. Et moi, je vais vous parler de choses qui sont réversibles au niveau du matériau. Et l'idée, c'est d'imbriquer les matériaux ferroïques, ces couplages, avec les équations plus traditionnelles, les équations de Maxwell, les équations de la mécanique, pour aller vers des systèmes un peu innovants, c'est-à-dire de nouveaux concepts et des nouvelles applications. Alors, je vais faire quelques exemples de systèmes que j'ai pu aborder dans mes travaux de recherche. Donc, on va aborder la réfrigération électrocalorique, l'utilisation de matériaux souples ou d'actionneurs souples pour faire des aortes augmentées, pour de l'assistance cardiaque, des générateurs thermomagnétiques, et puis aussi des matériaux un peu plus soutenables. Ça, c'est un peu pour challenger Hamid pour le génie électrique. Alors, juste rapidement, le contexte, c'est que on a des forts besoins Alors, mes slides sont en anglais, des fois, parce que j'ai copié-collé d'autres présentations. Donc, des besoins en cooling et en heating importants, hein, d'accord. En Europe, le cooling, c'est 3%. Heating plus cooling, c'est 50% par rapport à l'énergie consommée par les bâtiments et l'industrie. Et puis, dans le monde, c'est 20% de l'énergie électrique consommée. Ça, c'est un petit peu les enjeux. Alors, c'est quoi? Donc, traditionnellement, vous utilisez des systèmes à compression des tentes de gaz, hein. Donc, vous comprimez un gaz, la température s'élève, et après, vous allez le détendre, il va se refroidir. Ici, l'idée, c'est au lieu de mettre un champ de pression, on va venir mettre un champ, soit un stress, hein, quand c'est des matériaux élastocaloriques, soit un champ magnétique quand c'est des effets magnétocaloriques, soit un champ électrique quand c'est des effets électrocaloriques. Et ce qui se passe, c'est quand on met ce champ, on va avoir une élévation de la température du matériau, et quand on enlève ce champ, on a un abaissement. Donc c'est un phénomène qui est réversible. La clé, c'est que ces effets caloriques sont réversibles. Juste pour illustrer ça, que c'est le premier effet calorique, je me suis dit que ça allait un peu vous réveiller aussi avant le repas. Donc je vais en premier en donner, on rentre devant, ils ont déjà bien travaillé. Donc c'est des ballons. D'accord. C'est des ballons en caoutchouc naturel, on met ça à blanc comme si c'était solide. Je vais déçu que je ne joue pas avec les ballons. Alors pourquoi je vous présente ces ballons? Parce qu'il y a un effet qui est assez facilement observable. Donc c'est du caoutchouc naturel. Donc ça, je vais faire le c'est toujours c'est. Je vous laisse passer le. On va faire une expérience ensemble. Donc c'est un élastomère, hein. Vous voyez, vous pouvez vraiment tirer dessus de façon assez importante. Ce qui va se passer, alors c'est pas pour gonfler, donc ça c'est pour après la présentation. En fait, si vous tirez le ballon, d'accord, alors il faut le tirer quand même, il y a un stress important qu'il faut mettre. Vous tirez, si vous le mettez sur vos lèvres, vous allez sentir la chaleur, d'accord.
Et au moment où donc vous tirez, vous le mettez sur le lèvre, vous sentez la chaleur, et au moment où vous le relâchez, vous sentez qu'il y a une variation de température et que ça se refroidit. Donc c'est assez marqué. Hein. J'espère que voilà. Donc normalement les lèvres sont assez sensibles, hein. C'est pour ça qu'on le fait sur les lèvres. Donc ça c'est un effet élastocalorique. Alors qu'est-ce qui se passe? En fait, un polymère c'est des chaînes, hein, d'accord, elles vibrent. Mais au moment où vous tirez, vous restreignez les nombres de degrés de liberté de ces chaînes, et cette même agitation, elle va être réduite en dimension et elle va plus vibrer sur cet axe, sur l'axe dans lequel vous tirez. Et ça se traduit par une élévation de la température. D'accord? En gros, il y a un système qui vibre, vous contraignez les degrés de liberté de ce système, et du coup, sur l'axe restant, il va vibrer avec plus d'amplitude, et ça se traduit par une augmentation de la température. Et quand vous relâchez cette contrainte, alors il faut bien tirer, là, qu'est-ce qui se passe? Vous échangez avec l'air, hein, d'accord? Donc il repasse à température ambiante. Au moment où vous relâchez, ça redevient froid. Donc ça, c'est comment fonctionnent tous les systèmes de réfrigération. Soit on applique un champ de pression, soit on applique un stress mécanique, soit un champ magnétique, soit un champ électrique. Et moi, je vais me positionner ici sur l'effet électrocalorique. Parce que, bon, c'est marrant, hein, mais dans un système intégré, appliquer un stress aussi grand, ce n'est pas forcément très facile. Il y a des gens qui l'ont fait. Hein. Il y a Greibisch au Fraunhofer qui a fait des systèmes de réfrigération avec des matériaux élastocaloriques. Alors, si on essaye, et nous on va s'intéresser à l'électrocalorique, si on s'intéresse un petit peu plus à ce qui se passe, normalement on trace un diagramme entropie-température. D'accord ? Ça, vous avez la courbe de l'entropie du matériau à un champ donné en fonction de la température, c'est cette courbe-là. Quand vous appliquez le champ, d'accord, en fait, vous allez shifter sur une autre courbe, et ça va se traduire, sur la courbe à droite, ça va se traduire par une variation de température. C'est ce qu'on appelle le delta T adiabatique, parce que c'est la variation de température qu'on obtient pour une transformation sans échange et réversible, donc adiabatique. Donc l'effet se caractérise par le delta T adiabatique. On a aussi un autre paramètre, qui est que si ce matériau, vous le mettez en contact avec une isotherme, hein, pendant toute la transformation, vous allez aussi avoir un delta S, et le delta S, ça traduit la chaleur que vous allez échanger. Donc un matériau calorique, il est caractérisé par deux paramètres, un delta T adiabatique, que vous avez ici, et un delta S. Donc la variation de température qu'il a et la quantité de chaleur qu'il peut échanger. Alors on peut, une fois qu'on a compris ça, on peut prendre plein d'effets, les effets caloriques, donc il y a les MC. Les MC, c'est les magnétocaloriques. Il y a les EC pour les électrocaloriques. Et il y a les petits MC pour les mécanocaloriques. Parce que dans les mécanocaloriques, il peut y avoir ceux avec différents types de stress, parce qu'il y a tout un tas de stress en mécanique qu'on peut appliquer. Donc il y a delta T. Quand on regarde, on voit qu'il y a une famille de matériaux qui a l'air assez intéressante, qu'on appelle les TVDF, TFE, CFE, c'est tous les points verts carrés. Ils ont un delta T qui est assez élevé, hein, au-delà de 10 degrés, et des quantités de chaleur assez importantes. Bon, par contre, si vous prenez les gaz typiques que vous utilisez dans les systèmes de réfrigération, en fait, ils sont quasiment en dehors du diagramme. Par exemple, les réfrigérants R1, 2, 3, 4, YF, qui posent quelques problèmes pour l'environnement, mais en tout cas, ils sont performants. Eux, c'est plutôt 50 degrés de variation de température que vous avez. Et moi, quand j'ai commencé mon activité de mon recherche, je me suis dit, je vais m'intéresser à ce matériau, d'accord, parce que visiblement, avec ces travaux, il semble que c'est les matériaux les plus prometteurs. Alors déjà, on a passé quelques années, parce que c'était assez difficile, hein, beaucoup plus que ce que je pensais. Les polymères sont assez complexes. Donc c'est un polymère fluoré. Et quand on a un polymère, il y a toujours deux phases. Il y a une phase amorphe, une phase cristalline. Et ce qui contribue à la partie électrocalorique, c'est la phase cristalline. Donc il faut réussir à faire un matériau où vous avez un taux de cristallinité élevé. Une fois que vous avez formé ce cristal, qu'est-ce qui va se passer? Vous avez là, ça c'est le polymère, donc vous avez les carbones là, qui sont les éléments noirs, vous avez les fluors qui sont ici et les hydrogènes qui sont derrière. Quand vous mettez le champ, en fait la molécule elle est longue, elle est extrêmement longue même,
ben, vous avez des éléments qui tournent, d'accord, qui tournent en rotation, et quand vous appliquez le champ, vous allez les aligner. Quand ça tourne, bon, on va peut-être pas. Donc, du coup, en appliquant le champ, on change quelque part l'ordre de la molécule. L'effet électrocalorique qui se situe dans ça se passe vraiment dans l'ordre qu'on met sur la molécule. Donc, on a passé un certain temps à essayer de mesurer ces effets électrocaloriques et à essayer d'améliorer l'efficacité de conversion. Alors comme ça paraît assez facile. On se dit, ben, mesurer la température d'un échantillon, vous prenez un capteur de température, vous le mettez dessus, vous mesurez la variation de température. La difficulté, c'est que les films, ils font 10 microns. Alors 10 microns, bon voilà, c'est un chiffre, mais un cheveu, ça fait à peu près 100 microns, d'accord? Donc on a quelque chose qui est 10 fois plus petit qu'un cheveu, et il faut aller mesurer la température sur cette surface. Et à partir de là, on a un matériau qui a un effet électrocalorique, il faut essayer de l'exploiter dans un système, parce que ce n'est pas tout d'avoir l'effet, il faut essayer d'en faire quelque chose. Alors pour répondre à la première question, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé alors on a essayé des techniques par infrarouge, des techniques laser par thermoréflectance, et finalement, on a trouvé que si on prend un film fin de 2 microns, d'accord, c'est un film qui est disponible commercialement, on peut y déposer une électrode métallique, c'est le serpentin que vous voyez ici, et en fait, par force électrostatique, on met la sonde en contact avec le film, et en utilisant des techniques 4 pointes, on arrive assez bien à mesurer les variations de température de l'échantillon. Technique beaucoup plus fiable que les techniques qui utilisent le rayonnement ou des techniques optiques. Donc on a fait typiquement ce type de diagramme, d'accord? Donc vous avez le delta T adiabatique, le paramètre dont je vous ai parlé, et vous avez la température ici, puisque c'est un effet qui va dépendre un peu de la température, et le champ. Et donc vous voyez qu'on a des variations de degrés qui sont autour des variations de température qui sont autour de 4-5 degrés. C'est un petit peu la fourchette sur laquelle on va travailler. Par contre, ce qu'on a mis en avant, et ce qui n'était pas visible dans la communauté au départ, c'est que dans le matériau, il y a aussi de l'hystérésis. Donc il y a aussi des pertes. Et les polymères, il y a pas mal de pertes, parce que les chaînes, elles ont du mal à bouger. Et donc on a calculé aussi l'efficacité théorique maximum qu'on pourrait avoir sur ce type de matériau. Et il se trouve que même si les delta T sont assez grands par rapport aux effets caloriques, finalement l'efficacité intrinsèque du matériau est assez basse, puisqu'on ne peut pas, en théorie, dépasser 10% de l'efficacité de Carnot avec ce type de matériau aujourd'hui. Ah oui, ça c'est une slide que j'ai rajoutée rapidement ce matin dans le train, parce que voilà, on a des limites d'efficacité. Par contre, on travaille avec Murata, qui est une compagnie qui fait des céramiques au Japon, et avec eux, on a, et pas que nous, il y a aussi le LIST au Luxembourg, ils ont développé des compositions spécifiques sans plomb, parce que ça aussi c'était un problème. Donc c'est BST, d'accord, barium, strontium, titanate, toujours un peu de manganèse, d'oxyde de manganèse pour limiter les courants de fuite. Et on voit qu'on a des delta T qui sont à l'ordre de 2 degrés. Donc vous appliquez le champ, la température en monte de 2 degrés, vous enlevez le champ, elle descend de 2 degrés. Et vous avez par contre une efficacité qui peut monter autour de 70% de l'efficacité de Carnot. Donc visiblement, il y a quand même une feuille de route assez intéressante sur certains matériaux. Alors comment faire? Je regarde juste un peu le timing, parce que des fois j'ai tendance à être bavard. Bon. Comment on fait un système maintenant? Parce qu'un film de 10 microns, pour faire un système, il va falloir le mettre en contact avec une source chaude et en contact avec une source froide. Vous comprimez le gaz dans le frigo, il s'échauffe, vous le mettez à l'extérieur, ça échange avec l'air, vous le détendez, vous le mettez à l'intérieur du frigo et il prélève des calories de l'intérieur du frigo ou du réfrigérateur pour le mettre à l'extérieur. Donc il faut faire ça, mais avec un film de 10 microns. Alors ce qu'on a proposé, et il y a aussi l'équipe de UCLA, Rajun Ma, qui a proposé ça en même temps, c'est de faire un actionnement électrostatique. Parce que quand même en génie électrique, on aime bien les forces électromagnétiques. Et il se trouve que actionner un film de 10 microns, c'est plutôt facile avec ce type de force. Donc vous avez en gros une source chaude, une source froide, le film électrocalorique qui est le film en vert, et vous avez en noir les électrodes. Si vous appliquez une différence de tension entre ce fil et ce fil, d'accord, en fermant cet interrupteur, vous allez créer un champ électrostatique sur le haut et le film va monter. Et si vous switchez
l'interrupteur vers le bas, vous allez appliquer un champ électrique entre cette électrode, et le film va descendre. Donc c'est comme ça qu'on contrôle l'interface thermique. Et après, on peut étager les systèmes pour monter les delta T. D'accord ? Là, vous avez un étage. Ici, vous avez 1, 2, 3, 4 étages. Donc, si vous avez 5 degrés par étage, vous avez 20 degrés de delta T. Aujourd'hui, l'état de l'art, c'est plutôt 10 degrés. Alors, une petite démo, parce que là, c'est le moment où... Donc ça, c'est le type de système qu'on développe au SATI. Donc là, vous avez les différents films qui sont empilés les uns sur les autres, d'accord ? Et donc, on va appliquer des champs pour pouvoir venir les mettre en mouvement. Donc là, ils se déplacent de gauche à droite, d'accord ? Et comme ça, on contrôle l'effet électrocalorique et l'interface thermique pour créer un système de réfrigération. Donc, un coup en contact avec le haut, on donne de la chaleur en haut, puis après, on le met en contact avec le film du bas, il prend la chaleur du film du bas. Et comme ça, on étage les systèmes. Alors ça marche, mais il y a pas mal de complications. Déjà, c'est qu'il y a toujours des pertes. On n'aime pas les pertes. Et les premières pertes qu'il y a, c'est que, en fait, le film, il a tendance à rester collé sur l'interface. D'accord ? Ce qui fait que quand vous regardez votre diagramme VDQ, ou VQ, donc les pertes en fait de l'actionnement, ben vous avez une certaine aire au milieu. Et ça vous coûte de l'énergie. Et aujourd'hui, ça nous coûte trop d'énergie. Alors les forces d'adhésion, c'est compliqué. Là, c'est vraiment compliqué. Même pour des grands spécialistes. Déjà, elles sont classées en différentes familles. Donc il y a les forces de Van der Waals, les forces électrostatiques, celles-là on les veut. Les forces magnétiques, celles-là on est sûr qu'on n'en a pas. Mechanical interlocking, donc c'est un système de scratch. Celles-là, peut-être qu'on les a. Des forces capillaires, parce qu'il peut y avoir un fluide qui va se former à l'interface, et chaque fois qu'on va modifier ces interfaces, ça va nous coûter de l'énergie. De la diffusion et du chemical bond entre les deux surfaces. Donc aujourd'hui, voilà, on cherche, c'est ce qu'on fait. On cherche à savoir quel type de force est dominante. Aujourd'hui, on pense que c'est la diffusion. La diffusion, il faut voir qu'un polymère, c'est pas plat. Un polymère, c'est des chaînes. Elles montent, elles descendent, il y en a qui sortent, etc. Et quand deux matériaux rentrent en contact, en fait, ce n'est pas deux surfaces planes qui se touchent. C'est vraiment les chaînes qui s'interpénètrent et qu'après, on va sortir. Et la diffusion, c'est la diffusion des chaînes dans un autre réseau de polymères. C'est ça qui nous coûte de l'énergie. Donc déjà, on s'est dit, parce que nous, on fait des expériences, on s'est dit, on va essayer de les mesurer. Comme ça, déjà, on est rassuré. Donc on a pris un système assez simple, qui est juste un étage, donc avec du polypropylène, parce que c'est quand même beaucoup plus facile à faire que le PVDF. Donc il y a une électrode en grise ici, une électrode ici, une électrode ici. Et pendant qu'on fait l'actionnement électrostatique, on va injecter une composante haute fréquence qui va nous permettre de calculer la valeur du condensateur CB et la valeur du condensateur CA. Ça va nous donner une image de la surface qui est en contact intime. Parce que quand le film va se décaler à droite, la surface ici va augmenter, donc la capacité CB va augmenter. Et on mesure la capacité pendant le déplacement. Donc qu'est-ce qui se passe? Quand on monte la tension, par exemple sur le film du haut, au début il ne se passe rien, et au bout d'un moment le film il va monter, la valeur du condensateur augmente, et quand on rebaisse la tension, finalement on va retourner sur une capacité assez faible parce que le film s'éloigne. Et ici, on remarque qu'on a une hystérésis, d'accord ? C'est ça qui nous coûte des pertes. Et maintenant, on est en train de jouer avec différents types de coating, l'effet de la température, un certain nombre de paramètres pour voir qu'est-ce qui affecte cet effet. Alors, un petit point aussi. Donc, après ces films, il faut aussi les alimenter. Ils en convertissent qu'une petite partie. Donc, on doit faire ce qu'on appelle de la récupération de charge. Donc pour ça, on utilise des semi-conducteurs à grand gap, pour tout un tas de raisons. Et la difficulté, c'est qu'on a des capacités relativement faibles, 10 nanofarads. Et donc les capacités parasites sont rapidement du même ordre de grandeur que ce qu'on veut alimenter, puisqu'en fait, on n'a pas des systèmes de grande surface. Donc on essaye d'utiliser tout un tas de résonances pour essayer de ne pas perdre cette énergie stockée dans les éléments parasites. C'est une approche assez standard en électronique de puissance. Et l'idée, c'est que
Aujourd'hui, il y a beaucoup de groupes qui cherchent à faire des systèmes de réfrigération pour entrer en compétition avec les systèmes conventionnels, ce qui me semble quand même très difficile. Et comme entrée un peu pour cette technologie, c'est plutôt, quand on regarde un petit peu les spécificités de cette technologie, c'est sa compacité. Parce qu'il n'y a pas de fluide, et en fait, il n'y a que le matériau actif et des électrodes. Donc, il n'y a rien. Et donc, le système est extrêmement compact. On a 2 ordres de grandeur de plus que les systèmes conventionnels. Et l'idée, c'est de se dire, pourquoi on refroidit un bâtiment, pourquoi au lieu de refroidir un bâtiment, on ne refroidirait pas directement une personne? D'un point de vue analyse de l'efficacité, c'est beaucoup mieux. Parce que plus vous êtes proche de l'élément à refroidir, plus vous avez un échange performant, et plus vous allez gagner en efficacité. Donc c'est ce qu'on a proposé, et c'est ce que aussi d'autres groupes proposent maintenant, c'est de faire des vêtements un petit peu régulés en température. Parce que juste 2 degrés de différence sur la peau, c'est énorme. Alors que dans le bâtiment, vous allez devoir vite mettre 20, 22 degrés, des choses comme ça. Donc des écarts de température plus importants. Donc voilà un peu la nouvelle tendance dans ce domaine. Pour le côté, donc on va passer à un deuxième exemple. Il me reste combien de temps, Hamid? Oh, tu me diras. Ok, alors on avance. C'est la robotique souple. Alors la robotique souple, il y a plein de types d'actionneurs. Il y a des pneumatiques. Moi, je ne vais pas vous parler de ça. Moi, je vous parle d'actionneurs où il y a de l'électromagnétisme, parce que j'aime bien les équations de Maxwell et j'aime bien les matériaux ferroïques. Et puis c'est génial. Donc, traditionnellement, vous avez le robot, par exemple, de Boston Dynamics. C'est des éléments rigides, d'accord, avec des systèmes qui peuvent être majoritairement hydrauliques. C'est assez lourd. Voilà, ça marche, c'est un système. De l'autre côté, vous avez des systèmes qui peuvent être complètement souples. L'avantage d'avoir des éléments souples, c'est quand vous avez des robots qui interagissent avec des humains, s'ils font une fausse manœuvre et qu'ils vous cognent, je ne dis pas que ça fait pas mal, mais en principe, ça fait moins mal. Vous pouvez aussi faire de l'appréhension d'objets beaucoup plus fragiles, par exemple des fruits, ce type de système. Et il y a aussi l'idée, alors je ne sais pas si elle est erronée ou pas, mais qu'on va gagner en stabilité dans un certain nombre de manipulations mécaniques. Et puis, après tout, le vivant aussi est constitué d'une partie rigide et d'une partie souple, qui sont nos muscles. Donc, pourquoi pas développer ce type d'architecture aussi. Il y a des experts de la robotique là-bas, donc j'y vais doucement quand même. La technologie que j'ai utilisée, c'est des élastomères diélectriques. D'accord ? En fait, c'est que quand vous prenez 2 électrodes, que vous appliquez du champ, vous avez une pression électrostatique qui tend à rapprocher les 2 électrodes. La difficulté de cette force-là, c'est qu'elle est en 1 sur le gap au carré, donc c'est assez instable. Mais il se trouve qu'il y a certains matériaux, comme des élastomères, qui ont la capacité de se rigidifier rapidement à partir d'un certain niveau de déformation. Et donc, c'est pour ça qu'on met un élastomère au milieu, déjà parce qu'il a une grande déformation, et aussi parce qu'il va être capable de stabiliser l'instabilité électrique. Alors ça bouge, là il n'y a pas de souci, on a 100% de déformation, d'accord, on n'a pas beaucoup de force, c'est pas un piezo, plutôt même l'opposé, et des bonnes densités d'énergie. Bon, ce que je vous le dis, ce qui n'est pas toujours bien écrit sur les papiers, c'est que les gens ils ont tendance à mettre un peu beaucoup de champ, parce que ce qui est électrique. Parce qu'avec le champ magnétique, c'est bien, on est bloqué à 1,5, un Tesla c'est beaucoup. Le champ électrique, on en met autant qu'on veut. Par contre, ça ne tient pas longtemps si on en met beaucoup. Donc c'est un peu l'enjeu autour de cette technologie. Ce qu'on a proposé, c'est pas d'aller faire de la compétition avec des robots, des actionneurs classiques. C'est d'aller utiliser une fois de plus la spécificité de ces actionneurs. Ces actionneurs, en fait, on contrôle leur raideur. On ne contrôle pas leur déformation, on contrôle leur raideur. Alors il faut chercher un système où on exploite quelque part la raideur pour la fonction. Prenons le cœur. Le cœur, donc ça c'est la partie gauche du cœur. Vous avez donc le ventricule, d'accord. Vous avez la valve aortique, vous avez l'aorte ascendante, vous avez l'arc, arch en anglais, je pense c'est arc en français, et après vous avez la partie descendante. Le problème, le cœur, c'est que c'est quelque chose qui est pulsant. Pourtant, vous avez un flux sanguin qui est quasiment constant. En fait, pourquoi ça se passe comme ça? C'est qu'au moment où le cœur éjecte le sang, vous avez la pression qui monte. Ouais, c'est les millimètres de mercure, parce que c'était avec des médecins, donc on aime bien les millimètres de mercure. Donc la pression augmente, 120 mm de mercure, et au moment où la valve aortique se ferme, toute l'énergie que vous avez stockée dans l'aorte,
eh ben, elle va se contracter et elle va la libérer. Donc la pression redescend. Et donc en fait, il y a un système de stockage d'énergie temporaire dans l'aorte pour assurer un flux de sang constant malgré un système qui est pulsant. Si vous voulez, c'est le filtre LC du Hasher. Donc ce qu'on pourrait faire, c'est, d'ailleurs quand on vieillit, ça se rigidifie, hein, donc ça marche moins bien. Hein, d'accord ? Donc l'idée, c'est que quand les gens ont certaines pathologies, c'est de remplacer la partie ascendante de l'aorte par ce système-là. Et qu'est-ce qu'on va faire? Au moment où on va éjecter le sang, où la valve aortique, le cœur, la valve aortique s'ouvre, on va l'assouplir. Donc vous allez bouger sur la courbe 2. Et au moment où la valve aortique se ferme, vous allez la rigidifier. Comme ça, le cœur éjecte le sang, c'est très facile, donc il arrive très facilement à pomper le sang. La valve aortique se ferme et là on rigidifie l'aorte et on vient pousser le sang. C'est comme ça qu'on fait un principe d'assistance. Et c'est pour ça qu'on parle de l'aorte augmentée, parce qu'on a augmenté la fonction de l'aorte. Donc c'est voilà, ce système-là, d'accord, c'est un système qu'on va contrôler électriquement. Alors là, vous voyez qu'il y a quand même 12 kV. Ça peut faire un peu peur. Voilà, donc on va voir comment on essaye d'aborder cette problématique. Et aujourd'hui, donc c'est l'équipe de Berne hein, qui fait plutôt l'implémentation sur le cochon. Je ne mets pas de photos parce que moi je trouvais ça marrant, mais je me suis rendu compte que c'était pas du goût de tout le monde. D'accord ? Donc concrètement, on peut le mettre sur Oula, la vidéo elle est... Bon, ouais, là la vidéo c'est une version accélérée. Donc en fait c'est un système qui simule... Ouais, ça marche pas très bien. Donc c'est un système qui simule le corps. Et on met le dispositif dans ce système. Que
Alors les DEA, c'est une technologie des années 2000. C'est Pellerin qui avait commencé à faire ça à UCLA. Maintenant, on a plein de choses qui commencent un petit peu à sortir. On vient coupler ce type d'actionnement avec des matériaux type ferroélectrique. Donc on a ce qu'on appelle les Hydraulic Amplified Self-Healing Electrostatic Actuation. Le problème, c'est que je vous ai dit, la force électrostatique, elle est instable. Ça c'est un problème. Donc là, c'est le matériau, c'est l'élastomère qui l'a stabilisé. Ici, on va utiliser une espèce de composite. Moi, j'appelle ça composite. Peut-être que les mécaniciens ne seraient pas ravis, mais avec un matériau rigide, qui est le rouge, et un fluide au milieu. Comme ça, c'est mou, et au bout d'un moment, ça se stabilise parce qu'on est sur le matériau rigide. Et l'avantage de ça, en tout cas ce que Keplinger, qui est à Max Planck Institute, ce qu'ils mettent en avant, c'est que comme c'est un fluide, c'est auto-cicatrisant. Parce qu'il peut y avoir un claquage, c'est pas grave, le fluide il est mélangé, et après on peut continuer. Et en utilisant en plus des matériaux ferro, ils baissent les tensions qu'ils mettent en œuvre, donc c'est plus simple, l'intégration est plus simple. Donc concrètement, ça ressemble à ça. Voilà. Bon, en fait, le gros avantage aussi, c'est que si vous voulez, le poids de l'actionneur est vraiment minime. D'accord ? Donc là, vous avez un actionneur qui soulève un poids, et on a vite un actionneur qui peut soulever 100 fois son poids, et qui s'intègre très bien à petites échelles. Et donc l'idée, c'est d'en faire des robots, des mini-robots. Hein. Vraiment, on va mettre directement l'autre. L'application qu'on voit vraiment ressortir aujourd'hui, c'est vraiment le côté mini-robot. Alors le premier n'est pas vraiment un mini-robot, là, sur le côté gauche. Donc vous voyez, les actionneurs sont ici, là. Hein. Ils sont sur le côté. Hein. D'accord, là, c'est tout intégré. Il y a la batterie, il y a le système haute tension. Et ça ne coûte pas cher. Parce qu'en fait, il n'y a que du polyéthylène. Bon, il n'y a que du plastique que vous avez dans vos sacs plastiques. Bon, les vieux sacs plastiques. Et donc l'idée, c'est de voir, en tout cas ce que proposent les gens de Gravert à Zurich, c'est des poissons par exemple. Donc ils disent on peut reproduire aussi des mouvements un petit peu complexes qu'on a dans les éléments bio-inspirés. Donc vous voyez, les actionneurs sont sur le côté, et grâce à ça, ils arrivent à déformer le profil du poisson avec une certaine façon. Ok, alors on va sauter la partie générateur thermomagnétique, parce qu'il y en avait un. Et on va aller sur la partie, ce qui est amide en plus, alors il faut que je m'applique. Hein. Matériaux plus soutenables pour le génie électrique. Donc, c'est une thématique récente, hein, ça fait à peu près 6 à 10 mois qu'on commence à se dire qu'est-ce qu'on pourrait faire d'intéressant. Alors, il y a plusieurs axes, différents groupes en France qui ont différentes visions. Et nous, il y a quand même quelque chose qui nous a tracassé lors d'un ski minaire, d'accord ? On a travaillé quand même un peu. C'est que quand on prend un sac plastique, les vieilles technos de sac plastique, polypropylène, polyéthylène, on l'utilise 10 jours, disons, et ça met plus de 500 ans à se dégrader. Alors que quand on prend les systèmes bio-inspirés, ou les systèmes naturels, c'est plutôt le corps, quoi, c'est 80 ans, et puis en gros, en 10 jours, vous avez, mis à part les os, vous avez la plupart des tissus qui sont complètement dégradés. Donc vous voyez la dissymétrie forte qu'il y a entre l'usage et la dégradation. Alors, après, dans les systèmes naturels, il y a aussi une grande dispersion des caractéristiques. D'accord ? Donc ça, on a du mal à le gérer. Et une grande complexité des matériaux. C'est-à-dire que nous, on veut résumer un matériau par sa permittivité, sa perméabilité, sa résistivité. Et puis c'est tout. Après, on a du mal à se discuter avec des gens d'autres communautés si on donne plein d'autres paramètres. La question qu'on s'est posée, c'est est-ce qu'aujourd'hui, on n'a pas trop cherché à stabiliser les caractéristiques des matériaux, c'est-à-dire à les rendre tous pareils, bien définis avec quelques paramètres, au prix probablement d'un manque de soutenabilité. Parce que chaque fois que vous purifiez et que vous gagnez 1% d'un élément sur un matériau, énergétiquement, ça vous demande beaucoup de ressources. Alors au lieu d'aller chercher des matériaux ultra complexes, comme des polyimides, des époxys, des fibres de verre, où on a ajouté des retardateurs de flamme, bref, 20 ans de chimie très très bien faite, on s'est dit, est-ce qu'on ne peut pas faire un circuit, un convertisseur DC-DC d'une 50aine de watts, sur un matériau très bas de gamme, comme le PLA, polylactique acide, qui est un matériau biosourcé, biodégradable. C'est un polyester, pas très stable, hein. Celui-là il n'est pas stable. Et ce qu'on a montré,
c'est qu'on a quand même réussi à faire un convertisseur sur ce substrat qui a fait plus de 100 cycles, et chaque fois qu'on l'a allumé et éteint, il a passé quasiment 100 degrés. Il a fait 30, 100 degrés, 30, 100 degrés, 100 fois. Et on s'est posé la question, on n'a pas la réponse, mais aujourd'hui, a-t-on vraiment besoin de matériaux avec des spécificités comme l'époxy plus de la fibre de verre pour un certain nombre d'applications? Parce que je ne dis pas que ce n'est pas un matériau fabuleux, hein, l'époxy, c'est très bien, le polyimide aussi. Mais ça a été quand même développé pour des applications aérospatiales, pour des tenues à la radiation extrêmement fortes. On peut se dire, est-ce que dans une machine à laver, on a besoin de mettre ce type de technologie? Sur ce, voilà, donc merci à l'équipe, parce donc il y a pas mal de doctorants qui travaillent avec nous. Donc il y a Alexis Pécheux, qui vient de l'ENS Rennes, qui travaille sur le ferrodium, qui est un matériau anti-ferro, ferromagnétique, et il pilote la transition avec des lasers, et il regarde un peu ce qui se passe quand on va vite. Il y a Christophe Baron, qui est plus sur la partie électronique de puissance. Il y a Elie, qui est plutôt sur la partie adhésion, électroadhésion pour l'actionneur électrostatique. Et là, récemment, Nour, il n'est plus avec nous. Donc, Nour Sigai, c'était plutôt le chimiste de l'équipe qui faisait les PVDF. Et Sukendu Sadukan, qui est plus côté céramique, avec Murata et les BST. Et puis après, ça, c'est les plus âgés. Moi, je suis au milieu quand même. Il y a Martino Loboué, Laurent Dupont, avec qui on a travaillé sur le PLA, moi, et puis Catherine, qui nous aide pas mal au secrétariat. Alors, bon, la présentation, je vous ai montré un peu ce qu'on faisait. Donc, si c'est des thèmes qui vous plaisent, si vous voulez des informations sur ce que nous on fait ou sur ce que les groupes font à l'international, n'hésitez pas à me contacter. Sachez qu'aussi, sur Paris-Saclay, aujourd'hui, on a un projet qu'on appelle Flagship qui vise à coordonner différentes actions sur différents laboratoires. Ça va des polymères, des matériaux plutôt céramiques avec de la méca, de l'élec et des microsystèmes. Et c'est en gros des matériaux un peu fonctionnels pour des applications en lien avec la conversion d'énergie. Et ça s'imbrique plus ou moins, c'est plus ou moins montant, mais aujourd'hui avec la politique américaine, on ne sait pas trop où on met les pieds. Mais on a aussi un centre avec l'université d'Arkansas qui est en train de se monter, même plutôt bien monté, autour des matériaux ferroïques. Et nous, on est en charge de la partie matériaux pour l'énergie. Voilà. Merci pour votre attention.